Alors, je m'appelle Soulou Fourandrianza, j'occupe la chaire d'histoire politique contemporaine de Madagascar à l'université de Tamatave, Madagascar, euh, ainsi qu'un laboratoire de recherche à l'Institut d'études politiques de Madagascar à Antananarivo. Moi, j'ai écrit un certain nombre d'ouvrages que vous pouvez trouver sur Internet et d'articles, évidemment. Généralement parlant, je travaille sur l'histoire politique de cette partie du monde qu'on appelle la zone occidentale du sud, le sud-ouest de l'océan Indien. Voilà, c'est plus précis comme ça, le sud-ouest de l'océan Indien. Et je me focalise sur Madagascar, sur l'histoire politique en général, pour comprendre évidemment l'histoire contemporaine. Vers avril, quelque chose comme ça, il y a eu une grève des étudiants en médecine. En fait, à l'époque, il y avait deux écoles de médecine. Une école qui était héritée de la période coloniale, qui formait des médecins pour la campagne, en quelque sorte. C'est un peu le style médecin aux pieds nus, là, des Chinois. Et puis, à l'autre faculté de médecine qui faisait partie de l'université, ça s'appelait à l'époque Charles de Gaulle, qui était une des grandes, enfin l'université officielle. Donc là, on avait les programmes français euh, avec des professeurs pour une grande majorité français. C'était des médecins formés à la française, hein, comme dans une université française. Donc, les gens qui étaient, il fallait le bac et tout ça pour rentrer à la faculté, tandis que dans l'autre, c'était sur dossier. Et les étudiants qui étaient dans la première école de médecine, qui a une longue histoire politique aussi, parce que c'est de là qu'étaient sortis les premiers nationalistes modernes, entre guillemets, autour de la première guerre mondiale, oui, c'est ça. Et donc, ces étudiants-là ont commencé à faire grève en réclamant d'abord une amélioration des conditions de travail, etc., les bourses, quoi. Et puis, de fil en aiguille, comme on n'était pas très loin des élections présidentielles de l'époque alors, ils ont commencé à demander euh, leur intégration dans la faculté en disant que tous les malades ont la même valeur, donc il n'y a pas lieu de les traiter différemment. Donc, ils ont demandé qu'il y ait la fusion entre les deux écoles et le gouvernement préparant les élections, mais aussi il venait de sortir de la répression d'une révolte dans le Sud en avril 71, a fait la sourde oreille et les revendications se sont élargies. La grève s'est élargie à l'université, puis ensuite au lycée et la, la garde prétorienne, parce qu'il y avait une garde. Euh, c'est un peu C'était l'époque où en France, euh, on avait mis en place les CRS. Et là, à Madagascar, les autorités locales ont fait la même chose en créant les forces républicaines de sécurité, qui ressemblaient plutôt à une garde prétorienne. Ils étaient armés et ils ont tiré sur la foule. Donc, ils ont d'abord arrêté 400 étudiants et élèves, ensuite ils ont tiré sur la foule et ça a déclenché un
des conséquences en crescendo et qui se sont terminées par la démission du président, qui était malade aussi depuis plusieurs années. Donc voilà en gros. Et les militaires ont pris le pouvoir, poussés par une partie des organisations politiques qui n'ont pas participé au renversement de Tsiran, le premier président de la Première République. Enfin, il n'y a eu qu'un président. Puis l'indépendance, il y a eu entre 72 et 75, il y a eu 91, après il y a eu 2002, 2009. Il y a eu 4 périodes de transition officiellement. Enfin, si on entend en transition, des gens qui sont au pouvoir sans avoir été élus et qui s'y maintiennent pour une raison ou pour une autre, y compris donc le directeur militaire. Le fameux coup d'État de 2009 était présenté par euh, leurs auteurs comme, comme un mouvement démocratique, etc., etc. Alors que c'était dans la définition, c'est un coup d'État, c'est un changement de régime qui ne suit pas l'ordre constitutionnel, même si des juristes qui ont pris fait et cause pour les gens, les auteurs du coup d'État, ont présenté donc comme un mouvement euh, légal, ce qui n'était pas le cas. À l'origine, il y avait un certain nombre de, de, de faits politiques répréhensibles, comme la censure, les emprisonnements qui ont été exercés par le pouvoir en place dans une situation de crise économique. Et de fil en aiguille, l'opposition de l'époque s'était cherché une espèce de leader qu'il a trouvé en la personne du président en exercice et avec l'aide de puissances étrangères, de financiers locaux ou extérieurs, s'est organisé donc un coup d'État appuyé par une partie de l'armée qui a renversé le président élu pour son deuxième mandat. Il y a eu un premier mandat, puisque Ravalomanana est arrivé au pouvoir à la suite d'élections dont les résultats ont été fortement contestés, controversés du moins, contestés, euh, puisqu'il a exigé une nouvelle décompte, un nouveau décompte des voix, euh, en donnant des exemples de fraudes avérées. Et le président, l'exercice d'alors, qui est mort il y a quelques mois, le président Latil, qui exerçait le pouvoir depuis 25 ans d'ailleurs, avait refusé et avait commencé à se raidir, à prendre l'option de la répression au lieu donc de chercher à dialoguer pour une reconquête du pouvoir. Donc, il y a eu il y a eu des épisodes comme des tentatives de dialogue avec
des intercesseurs, des intermédiaires, notamment pour la première fois dans l'histoire de Madagascar, des intercesseurs africains de l'Union africaine. Et il y a eu plusieurs réunions à Dakar où les partis en présence ont essayé de chercher une solution pacifique. Et il y a eu une escalade qui s'est terminée par des comptes unilatérales en fait des voix qui a donné la victoire au deuxième tour au président Ravalomanana. Une politique ultralibérale. Donc, je pense que c'était le premier à se lancer dans le tout libéral, avec en particulier durant son deuxième mandat, avec un favoritisme au profit de ses propres entreprises, ce qui a généré beaucoup de mécontentement dans le milieu des affaires, qui a en partie financé le coup d'État. Le premier mandat a été très prometteur, avec plusieurs réformes très ambitieuses, des constructions de routes, et puis un début de décollage économique. Et puis, au deuxième mandat, le régime a dérapé en quelque sorte. Toutes les institutions étaient bloquées, en quelque sorte, majorité au Parlement, au Sénat, dans toutes les collectivités, les mairies, etc. Donc, l'opposition n'avait que cette forme n'avait que cette manière pour s'exprimer. Il y a eu pendant un an ou deux, il y a eu une opposition au coup d'État, mais l'armée a férocement réprimé toutes ces formes de rébellion avec des morts. Donc le président actuel a gouverné a été à la tête d'un régime de transition pendant pratiquement la durée de tout un mandat, pendant 4 ans, avant d'organiser de nouvelles élections où il n'a pas pu participer. Son ancien ministre des Finances, c'était en quelque sorte, au début, il pensait qu'il allait pouvoir le manipuler. Et puis, le président Eratzonar Mapian, c'est son nom, a essayé de se dégager de cette tutelle un peu gênante, mais il n'avait pas de base populaire, parce qu'il s'est fait élire grâce à l'argent et aux partisans et au soutien de l'auteur du coup d'État. Donc il était un peu emprisonné dans ce carcan, quoi, en quelque sorte. Il n'a pas pu se dégager, construire un mouvement politique indépendant des deux protagonistes. Je dirais aucune, d'où mon projet sur l'histoire de l'État. Parce que pendant la période coloniale, bon, c'est un gouvernement imposé de l'extérieur. Il y a eu au moins une révolte
en 1947, donc en plein milieu des 60 ans de colonisation, qui a fait quand même plusieurs dizaines de milliers de morts et un traumatisme politique important. Ensuite, il y a eu la Première République de 1960 à 72, qui a été renversée par un mouvement de rue aussi. Et entre 60 et 69, peut-être, une sorte de stabilité, mais euh, c'est très artificiel parce que c'est dû principalement au soutien politique, diplomatique, financier de la France d'alors. C'est ce qu'on appelait les régimes post-coloniaux. Euh, où, les présidents étaient adoubés par Paris. Toute l'Afrique francophone était un peu comme ça. Donc 72, c'était la rupture avec ça. Et après, il y a eu Ratsir qui s'est fait renverser quand même par deux mouvements de rue en 91 et en 2002, euh, par deux fois. Non, pas du tout. C'est la période de Ratsir, hein. Euh, c'est une période assez tourmentée parce que il est arrivé au pouvoir dans les conditions que l'on sait, c'est-à-dire c'est un coup d'État qui est, comment dirais-je, qui est légalisé par la suite par un référendum. Donc il est arrivé, c'est un directeur militaire hein, qui l'a mis en place. Et après, il a fait un référendum pour légaliser tout ça. Et pendant un moment, il a passé les premières années de son mandat à se maintenir au pouvoir avec plein de tentatives de coup d'État. Ensuite, il y a eu la crise économique des années 80 euh, qui a frappé Madagascar de plein fouet. Hein. Et si on peut parler de stabilité, c'est peut-être à partir de 86 quand le régime qui était socialiste avant s'est transformé en régime libéral. Donc tout le monde s'est mis à faire du business. Il y a eu un début de croissance économique et après il y a eu les mouvements de rue, une demande en faveur de plus de démocratie. Euh, C'était l'époque des conférences nationales dans toute l'Afrique. Et donc, cette vague a touché Madagascar aussi. Et ça a permis à Zafir de se faire élire, mais après que Batsir a été renversé en quelque sorte. C'est surtout parce que le pouvoir qu'il a remplacé n'était pas très opérationnel, pas très compétent. Euh, la crise économique, ouais, si mes souvenirs sont bons, il y a quand même près de la moitié de l'électorat qui s'était abstenu. Hein. Il y a un grand mythe, c'est que sous la période coloniale, c'était le, la prospérité. Donc on se réfère à ça. Or, ce n'était pas du tout la prospérité sous la période coloniale, y compris surtout après la guerre. Euh, Madagascar, enfin une partie des Malgaches, euh, a un peu profité des 30 glorieuses, des classes moyennes, la classe moyenne naissante. Mais c'est 10% de la population, ce qui donne une illusion de,
bien de stabilité ou de croissance économique. Et quand vous avez 0 usine et qu'il y a 2, 3 usines qui se mettent en place, on peut parler d'un début d'industrialisation. Mais dès les années 40, on voit que l'économie, la croissance économique, parce qu'il y a toujours eu croissance économique, est moins rapide que la croissance démographique. Ce qui fait qu'il y a croissance de la pauvreté parce qu'il y a moins de richesses à se partager. Et ça ne s'est jamais arrêté. Ça s'est peut-être arrêté un petit peu pendant une petite partie du premier mandat de Ravaloman. Mais sinon, dans toute l'histoire euh, contemporaine, économique du moins, il y a eu cette course perdue d'avance entre la croissance démographique, qui est un effet des mesures très simples prophylactiques mises en place par la colonisation et la croissance économique. Bon, on ne peut pas tout expliquer par l'économie, parce que mais l'économie compte quand même pour, euh, pour pas mal pour beaucoup dans l'instabilité. Euh, il y a aussi le côté politique. Par là, j'entends le problème de la crédibilité des dirigeants qui arrivent à Madagascar, qui arrivent au pouvoir par les élections. Bon, le premier, par exemple, le premier président élu a été élu par une assemblée de députés qui ont été élus sous la période coloniale. Et ce sont ces gens-là qui vont ouvrir l'indépendance. Hein. Ensuite, il s'est fait élire pour son deuxième mandat à 99, quelques pourcents. Donc, il y a un problème de légitimité dès le départ de ceux qui gouvernent. Et je ne parle pas de la période coloniale, dont tous ces régimes vont hériter, ni encore de la période d'avant, qui est le régime précolonial, le royaume de Madagascar, etc. Donc, c'est un problème de légitimité de ceux qui sont à la tête de l'État. Et c'est un problème aussi de forme d'État qui, euh, qui est mise en place à Madagascar, mettons, dès la fin du XVIIIe siècle, hein, qui est un État hybride entre un État dont la culture politique indigène, locale, qui a mis plusieurs siècles à se mettre en place, et sur lequel va se greffer une forme d'État qui est un État qui est l'État euh, qui est mis en place en Europe à partir de la guerre des 30 ans, à la suite des traités de Westphalie, et c'est cette espèce d'institution qui est supposée parler au nom des gens qu'il administre, hein, parce qu'avant, ça ne se passait pas comme ça. Donc, c'est cette forme d'État, de représentation qui se met en place à Madagascar à travers le commerce, les guerres, etc., et d'autres influences, euh, et qui essaie de s'hybrider avec une, une forme d'organisation de la société, de la sociabilité, de la vie de la cité, euh, une espèce de tentative d'hybridation donc entre ce mouvement-là et ces éléments exogènes. Et cette mixture n'est pas encore arrivée à maturité de nos jours. Par exemple, pour traduire le mot État, on parle de Fanzakana. Et dans Fanzakana,
le mot Panzakana dérive du mot Panzak qui veut dire roi à Madagascar. Donc, quand on parle d'État, en fait, on fait référence dans l'imaginaire des communs de Malgache, euh, sans, sans en être conscient. On fait référence à un passé royal, et encore l'adjectif royal ne traduit pas très bien euh, tout ce qu'il y a derrière le mot Panzak. On traduit par roi, et en fait c'est un peu plus complexe que ça, parce qu'il y a une dimension religieuse, économique, politique, sociale qui est compris dans ce, dans, dans ce terme qui représente une institution plus qu'une personne. Je ne dirais pas que c'est factice parce que ça correspond à des réalités, euh, mais c'est une opposition euh, qui est très artificielle, je dirais, euh, parce qu'elle se base notamment, je crois que les premières fois où on entend, bon, avant la colonisation, il y a eu plusieurs royaumes concurrents qui ont essayé d'unifier l'île politiquement sous une seule autorité politique. Et c'est le royaume qui a pris naissance sur les hautes terres centrales qui a donc pris le dessus pour différentes raisons. Parmi l'une des raisons, parce qu'il y a aussi eu effondrement des royaumes sur les côtes, du fait que ces royaumes vivaient surtout de la traite des esclaves et que la traite commençait à être interdite. Euh, je ne dis pas l'esclavage, mais la traite, hein, l'exportation, l'importation d'esclaves commençait à être interdite. Et donc, ils ont perdu leur source de financement en quelque sorte. Et ça a créé des bouleversements politiques en leur sein qui les ont affaiblis progressivement. Et le royaume qui était né sur les hautes terres a su en quelque sorte saisir la balle au bond en s'alliant avec les Britanniques qui étaient en pleine révolution industrielle à ce moment-là. Et ça correspondait à l'époque où les deux impérialismes européens principaux étaient en concurrence dans la zone. Hein. Nous sommes en gros vers la fin du 19e siècle. Et donc, on a eu cette association de royaumes des Hautes-Terres centrales britanniques contre les autres royaumes qui étaient sur les côtes. Et ça a été manipulé abondamment en utilisant les anthropologues et les ethnologues notamment. Et ça a conduit à ce que vous décrivez tout à l'heure. Mais quand on vous y regardez de plus près, les dirigeants des deux, c'est même pas deux entités, puisqu'il n'y a pas, il y a pas, c'est plusieurs petites entités en fait. Les classes dirigeantes de ces royaumes, que ce soit sur les hautes terres ou sur les côtes, ont toujours continué à diriger Madagascar, même sous la période coloniale et par la suite sous la République, mais cette fois alliés. Donc on manipule ces oppositions pour avoir euh, des positions un peu plus avantageuses pour ceux ou celles qui les occupent en tous les cas. On essaie de mobiliser des petits ethno-nationalismes
mais ça n'a jamais eu l'ampleur de ce que, comme c'était le cas dans un certain nombre de pays d'Afrique. Même les gens qui y vivent n'ont pas trouvé cette clé. La preuve, on va de crise en crise. Euh, Peut-être en prenant un peu de recul, avec quelques bons livres, on peut théoriser ce qui se passe. Mais en tous les cas, il y a deux auteurs là qui ont essayé, en utilisant des courbes économiques, etc., euh, ont essayé de comprendre et finalement ils sont arrivés à la conclusion qu'il y a un paradoxe. Euh, c'est que chaque fois que Madagascar est en train de se stabiliser et puis de partir vers disons, une meilleure, euh, une économie qui va de mieux en mieux, il y a une crise politique qui coupe cet élan net et ça fait comme un cycle, quoi. Alors, bon, c'est une modélisation qui en vaut une autre, hein, mais parce que les crises, entre guillemets, les crises ne se ressemblent pas. 1972, ce n'est pas 91, ce n'est pas 2002, ce n'est pas 2009. Mais en tous les cas, ils y voient un cycle. Euh, et le paradoxe et le mystère, c'est que l'essor économique est brisé à chaque fois par une crise politique quand il y a un mieux qui apparaît. C'est Et, un peu comme, enfin moi je verrais ça comme une croissance, c'est comme les écrevisses. Elles ne- la carapace ne se développe pas avec ce qu'il y a à l'intérieur. Elles sont obligées de quitter la carapace et pour pouvoir prendre du volume et d'en former une autre. Je verrais ça plutôt comme ça. Et c'est quand même l'un des seuls pays au monde qui devient de plus en plus pauvre sans qu'il y ait eu une guerre civile ou guerre avec un ennemi extérieur. Donc je crois qu'on est, à l'heure actuelle, on est parmi les 5 premiers pays les plus pauvres du monde. Parmi les 5, il y en a au moins 4 ou 3 où il y a eu de longues guerres civiles ou des catastrophes naturelles. Enfin, ce qu'il n'y a pas eu à Madagascar. Moi, c'est vraiment un problème de légitimité des institutions, peut-être, et de légitimité de ceux qui sont en charge de ces institutions, qui gouvernent. Ça, c'est l'optique de la Banque mondiale qui voit l'État comme une espèce de machine. Donc, il y a des points qui ne fonctionnent pas, on envoie des experts pour essayer de rafistoler et à chaque fois, ça ne marche pas. C'est un tout beaucoup plus complexe que ça, hein. C'est ce genre de technique et d'approche économétrique n'est pas très opérationnel.